comme Rumi a refusé de parler, écrire turc, il a toujours écrit ses poèmes en persan. Moi, je refuse de parler et enregistrer en turc. J'écris et j'enregistre en français. Avant de conclure ou mourir, je devrais avouer quelques détails quand même. Tous ces films, ces sous-titres, les titres, etc. C'est écrit dans les petits matins, le soir très tôt, très tard, et en consultant dans les pénombres à la dictionnaire gros, en cherchant des mots exacts pour ne pas faire de fautes et tout, parce que je ne suis pas français, c'est pas ma langue natale, c'est la même chose pour moi, donc j'ai fait extrêmement attention, et pendant, peut-être non pas, depuis 2 mois, je fais des films intensément, mais cet effort dure depuis longtemps. Et je ne hasarde pas. Ça serait un peu comique pour dire ça. Oui, je me hasarde, mais non pas dans une systématicité, mais dans une accord avec. Oui, c'est tout, avec. Climatiquement parlant, toute la journée, j'étais assez harcelé par le vent et la pluie, même neige. Maintenant, je suis dans le parc j'ai fait ce parloir final dans le parc de Gülhane. Et donc, normalement, c'est un grand espace à arbres, mais il n'y a pas beaucoup de vent parce qu'il y a les murailles d'un palais qui me protège du froid du nord, je suppose. Donc, j'ai eu un moment de repos et tout de suite, un souvenir remonte dans ce parc, pas très ancien, parce que j'avais accueilli dans le cadre d'un projet, une multitude d'étudiants lycéens, même plus petits, français, ils étaient directement venus à Istanbul pour faire une sorte d'école buissonnière sous la direction de mon ami très intime, ancien, Serdar Gündüz. Et j'avais fait dans une petite journée ensoleillée du printemps et en plein gazon, j'avais fait un speech devant ces étudiants concernant mes itinéraires intellectuels ou vital, disons, comme on était très près du musée de la science et de la technologie du monde islamique, disons, à l'intérieur même du parc de Gülhane, et j'avais fait mention de mes découvertes récentes comme éboulisme et tout. D'ailleurs, j'avais acheté le livre dans l'endroit exact que aujourd'hui j'ai découvert les parutions récentes de Cheikh Bedrettin, et il faut quand même saluer ce ministère de Culture qui tient un lieu si grand dans un quartier très historique de Mahmoud II, et quand même on doit beaucoup à cette Mahmoud II. J'ai photographié longuement grand post office, Büyük Postane. Ah oui, ce sont des souvenirs des Istanbuliotes énormes. Enfin, et toute la presse, monde de presse, littérature était dans ce quartier. Donc l'envoi postal, c'était grand post office. C'est ça, tout était logique.
J'ai même photographié tout ce qui reste de Messeret Kahvesi. Messeret, c'est très connu tout ça pour les gens de la presse, et non pas du siècle dernier quand même, mais dans les années 60, 70, même jusqu'à les années 80. Et puis tout a changé, c'est devenu touristique, et tous les lieux sont vidés, et tout. C'était des gens en fait. Oui, la gare de Sirkeji qui allait vers l'Europe, et même à l'Orient. Bon. Et encore, on a sauvegardé quelque chose quand même. Ça va, Spinoza disait, enfin, persévérance dans l'aide, oui, on peut dire ça, oui, persévérance, un peu espoir de survie, on persévère quand même. Mais tout ce qui est disparu n'a pas vu ça. On a sauvegardé un petit morceau, une parcelle de l'histoire, et peut-être pas meilleur côté, mais j'ai vu aussi meilleur côté dans la tombe. Ça me suffit. Ça me suffit pour, largement. Je me suis étonné que Walter Benjamin avait tellement voyagé en Europe, en fait. Moi, je ne voyageais pas comme ça. Et maintenant, je voyage comme vous voyez sur place, c'est-à-dire à l'intérieur de l'espace de l'Istanbul ou de l'alentour. Pourquoi? Bon, il y a un coup d'État, donc notre territoire entier, c'est en insécurité. Deuxièmement, j'ai dû passer un temps pour m'habituer à un nouvel état des choses. Donc, j'ai resté dans mon quartier en nature. J'ai fait l'ontologie naturelle. Je parle de mes films. Dans le mois de septembre et même jusqu'à octobre, j'étais dans le friche. Vous voyez? Je ne montre rien d'historique. Hein? Il faut faire attention. Il faut faire attention du début de la théorie pratique de mon cinéma et maintenant pendant le point où je suis arrivé. Donc c'était un travail de s'habituer à la vie. Donc je suis sorti de mon quartier finalement, n'est-ce pas, de la nature. J'ai quitté la nature partiellement. Parce que la nature, c'est-à-dire Argos, est endormie en hiver. On est en hiver. On est 22 décembre. Solstice d'hiver. Eh bien, je suis dans une parc sous la pluie. Voilà. Il faut ajouter tout le temps ça. Et c'est mon anniversaire. Et il faut ajouter aussi, c'est pas une parc de Monceau, j'avais raconté, c'était mon anniversaire, c'est pas à Paris, c'est pas ici, c'est à Istanbul. Alors, on s'est habitué. J'ai visité presque tous les coins de ma ville natale. J'ai pas vu insécurité. Je vous ai plusieurs fois signalé. Les polices sont, tant qu'ils sont visibles, tant qu'il n'y a pas d'événement, de manifestation, ils sont tranquilles et ils boivent leur thé. Ils sont forts, ils restent debout et ils vont accoucher chez eux. C'est ça. Donc un train-train de la vie. Dans l'état d'exception dont on parle. Et puis, maintenant, heureusement, grâce à Dieu, j'ai trouvé mes forces physiques. Je suis dans les quartiers de mon enfance où je n'avais pas de force physique, ni courage, ni temps, ni la permission de me promener en toute
envergure, mais je devrais faire vite et mémoriser les choses, images, capter et puis écrire, accumuler. Voilà, c'est l'enfance. Et ce que je voulais dire ensemble, c'est toute la jeunesse. Elle devrait vraiment, dans leur jeunesse même, faire une grande préparation, c'est-à-dire éducation, mais auto-éducation. Et puis, je vous promets que vous aurez dans vos âges plus avancés une récompense mentale. C'est ça notre d'en bas de page. Et oui, mes jeunes gens affairés, faites effort pour vos jours, bien sûr. Et chacun de nous a un seul jour qui fait une vie entière. Donc, faites un effort pour compléter la vieillesse, une vie totale. Et j'ai eu cette petite chance de vivre un peu plus que mes amis qui sont morts. Donc, c'est bien d'être très mobile et vivace dans un certain âge, de mûreté, parce qu'on a un guide, un cerveau dans ces âges-là, qui vous fait quand même émerveiller. J'espère, à tout le monde, j'espère pour tout le monde, de toutes les nations et toutes les époques. Alternatifler bunlar. Ne kadar hızlı gördün mü Ağa'yı Oğuz abi? Abi canım feda. Bir de çaycıya. Ya Çaycı evet. internette gördüm. Sayım şeyi yapmış ha. Derneğe döşemiş. Sizin Üsküplüler Derneği. Yanığı var mı abi yanığı? Göster bakayım neredeymiş o ya? İnternette gördüm. Kalmadı abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi benim oradan fıstıklı tırlı çay oldu. Acaba bilmem ne koymuyorsun oraya. Paket burada. Buradayız. Ya Ne oldu? ne var? Acaba 2 lokumluk canı var onun. Bir tane burada var. Oğuz abi Osman Bey nasıl? Muhammed abi. Orada var mı böyle bir tane komşu? Yok. Bana bir bu değil burada lazım, bir de ahirette böyle komşu lazım. Gerisi boş iş. Yok evet. Hem var hem burada. Yemezler. Biliyorum burada hallettik de bu tarafta ne yapacağız bilmiyorum, onu düşünüyorum. Yapılacaklar. Hatta siz de gelseniz, ulan öyle saymayın gelmesin. Burada sikliye tabii, burada siklesin. Aile mezarlığı. Aileden sayılır. Esnaflar ayrı mezarlığı. Bugün yapmadın mı Salih? 20 dakika önce gelseydin var diyorum hala yapmadım. Abi ben abiyle haber yolladım ama benim Salih'imin ailesini. Balmumu da görmedim. Onu da görmedim. Onu da görmedim. O yoğun vardı. Aleykümselam. Benim 15 lira borcum vardı. Ama acelesi yok. Müşteri geldi, cebimdeki paranın hepsini verdim, tamam mı? Abi bak. Dedim size ben bir şey ikram edeyim. Bıraktın mı? Yatakta geçin ben abi, şimdi para da yok. Sıkıntı var abi yok. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Öyle çıkıverdik, ben şurada nektar. Akşam rahat uyuyamayacaktı, şimdi rahat uyuyacak. Sıkıntı yok. Abi nasıl değil misin? Hadi hayırlı işler. Evet, burası Atik Ali Camii'nin külliyesi içinde küçük bir dondurmacı ama kışın çeşitli tatlılar satıyor. Tercih ettiğim
neredeyse yegane esnaf. Uzun yıllar önce sohbet etmiştik. Yani inanılmaz bir kendiliğindenlik ile sohbet gelişiyor. Bu dükkan inanılmaz tutmuş. Kaç yıldır aynı işi yapıyorlar. İnanılmaz güzel. Tiramisu yedim. 2 dakikada. Le soir est en train de tomber, mais il n'y a pas encore dans la journée nouvelles acquisitions. Pourtant, j'étais venu dans cette journée d'hiver en pleine neige, juste pour acquérir 2 objets que j'avais photographiés longuement. L'un, vous savez, cette vase grecque énorme avec les couleurs très pastel, sombres. Mais je crois que quand je lave, ça briller chez moi, mais ils ne vendent pas, c'est pas à vendre. Alors, ça appartient à un patron de café. Alors, il est très curieux des choses antiques. Et j'ai demandé, j'ai supplié quand même qu'il me donne au moins son numéro de téléphone. Peut-être qu'on peut se négocier, comme il est un amateur d'art, et moi aussi, peut-être qu'on peut échanger des objets au moins. En fait, j'étais prêt à payer un somme, mais il est intransigeant, je ne sais pas, il parle tout le temps, il parlait entre eux tout le temps de l'argent, mais il n'accepte pas. Bon. Alors, deuxième alternative, c'était comme j'avais repéré une peinture très orientaliste, alors un jeune garçon assis dans un coin de auberge ou mosquée, une sorte de cour de mosquée, et là il tenait une sorte, comment ça s'appelle, cette visière à la main, mais avec l'autre main, il faisait un geste aux passants et il disait viens, viens. Peut-être qu'il vendait cette visière en cuivre, mais ce qui est important, c'était pas une reproduction industrielle, mais il s'agissait d'un artiste jeune, un académicien, étudiant, etc., qui a peint, imité la peinture avec une dimension de 50 centimes, 70 centimes, je crois. Et il y avait dans le même magasin 2 versions de même tableau. Et là, je photographiais quand je l'ai envoyé. Le monsieur a amené l'autre version, j'ai photographié une nouvelle version. Alors, j'avais déjà photographié l'ancienne version la semaine dernière. Maintenant, j'ai au moins 2 versions différentes, faites par 2 étudiants différents, et le visage, c'est très différent. Posture, c'est le même, l'endroit décor est le même, mais le visage est différent. Et alors, c'est très excitant, en fait. 2 sortes d'imitations ou bien au achat. Ça aussi, c'était très cher pour l'instant, mais je vais y penser quand même. J'ai 2 versions au moins, et donc je devrais un peu prendre mon temps pour réfléchir. Comme il fait très froid, je ne peux pas rentrer chez moi avec un grand tableau, ça serait mouillé tout d'abord. J'ai un grand sac pour le vase grec, mais il n'est pas vendu. Alors la journée n'est pas finie, j'ai découvert plein d'endroits bizarres, des corridors, les escaliers cachés. Là, je n'ai même pas de souvenir. Tout est restauré, tout était en train de restaurer. Et cette cellule de prière, des derviches, alors c'était une sorte de banque, mais maintenant c'est complètement en restauration, donc fermé, mais au moins j'ai retrouvé l'endroit exact, c'était Ebu Suud Street, la rue de Ebu Suud, et j'ai hâte de voir des rénovations. Alors tout est renouvelé, surtout tout ce qui est interdit par la République turque, c'est-à-dire tous ces endroits des tarikats, c'est-à-dire des sectes religieux qui pratiquent des ascèses, des chants, des processions, et dans les petites cellules, il vit
Alors c'est ça, c'est intriguant, ça revient apparemment. Et j'ai trouvé aussi la maison où a habité dans les années 1910 Pierre Loti à Istanbul. Et c'était donc juste à côté de quartier, juste dans le même quartier où j'ai passé toute mon enfance. Et là, il y avait une rue qui s'appelle Pierre Loti depuis toujours, ça existe encore. Mais le bâtiment, je n'avais pas de souvenir. Et il y avait bien une inscription en français qui dit que dans ce bâtiment, en 1910, Pierre Loti habitait. Qu'est-ce que j'ai trouvé encore? Oui, Mosquée Atikali, c'est mon préféré. C'est construit dans le règne de Beyazıt II. C'est pas mon Beyazıt préféré, qui était Yıldırım Beyazıt, qui a perdu cette guerre d'Ankara contre Timur. Et il y a eu tout un changement en Anatolie, toutes les autres principautés ottomanes, et c'était les frères finalement, les frères de Yıldırım Beyazıt, ils faisaient la guerre, mais c'est Moscou aussi, c'est très ancien, c'était juste après la conquête en fait, l'un des premiers, donc 15e siècle. Voilà ce que je regrette aujourd'hui. J'ai passé devant avec le Şirin, je dirais, grand tombeau ensemble, le tombeau de Mahmoud II, grand rénovateur entre les sultans. Il a changé, complètement modernisé l'armée, il a aboli l'ancien ordre de génisserie, qui était de Bektashi quand même, et il a renouvelé presque tout le tombeau de ses ancêtres, des nobles, notables, aristocrates ottomans, autour de Eminönü. Mais maintenant, alors, je savais qu'il y avait plein de tombes, et je cherchais particulièrement la tombe d'Abdulaziz qui était assassiné pour les raisons politiques. Là, je sais qu'il est enterré là, mais l'ensemble de tombes est fermé aux visites. Il y a un fontaine et tout. Mais pourquoi? En plus, ils écrivent partout les explications. Ils affichent qui est restauré, qui est... Mais c'est restauré, mais c'est vidé, il n'y a pas de tombeau, je n'ai pas vu. Par contre, j'ai vu, instinctivement, j'ai trouvé à côté de Mosquée Nouvelle, une tombe, l'un des plus sacrés, parce que ça vient directement de descendance de Gailani, donc c'est le proche de Mohammed. C'est l'époque même antécédent peut-être de conquérant, Mehmet Conquérant II. Voilà. Alors j'ai traîné un peu, mais il faisait vraiment froid. En fait, il n'y a pas beaucoup d'abris. Dans ce café, j'ai bu 2-3 thés pour marchander un vase grec. Et il me demandait qu'est-ce que tu vas faire avec ça et tout. Moi, j'ai dit qu'en fait, monsieur à côté, il est amateur de comment ça s'appelle, les race of horse. Donc il s'intéressait aux chevaux, il gagnait pas d'argent, mais il dépensait tout son argent pour les chevaux, pour le cours de chevaux. Et moi, je suis amateur d'art, donc je ne peux pas dormir sans prendre sous mon sécurité cette grande vase, quand même, c'était assez grande. Je suppose que c'est lourd aussi. Peut-être que mon destin empêchait que je l'acquéris aujourd'hui. Mais c'est dans la rue, en fait, du jour et nuit. Quelqu'un peut voler ce truc, mais il est tranquille. Parce qu'il n'a pas véritable propriété. En plus, il ne comprend pas pourquoi c'est sans valeur. Il n'a pas de valeur, c'est moi qui aime.
parce que les couleurs, ça me va bien. C'est très obscur en byzantin. C'est pas une classique. C'est pas un deuxième siècle grec, rien du tout. C'est fait. Le plus ancien, ça devrait être du 19e en fait, mais je suis sûr que c'est du 20e siècle. C'est un essai, donc au niveau de technique, de polissage et tout, Fourneau, c'est pas parfait, et donc il faut que je protège, parce que le dessin et la dimension est parfait pour moi, et c'est selon mon goût. Enfin, on ne peut pas discuter ça. Il s'agit d'une scène, enfin, j'ai repéré de chevaux avec de guerriers. C'est une scène de guerre ou chasse. Mais les couleurs, c'est plus important pour l'instant. Voilà. Çanta seviyor musun? Il court. Toutes les hommes, ils courent vers le monastère. Ils se précipitent. Il y a une femme mendiante et son petit-fils. Il est un moment, c'est le temps. Le garçon a un acquis de mendier. Il a lu peut-être Rilke, Rainer Maria Rilke ou Richard Nuri Gültekin. Il va devenir grand professionnel, lui. Il connaît le temps. Alors, la raison principale selon laquelle je suis ici, en fait, j'étais visiter la tombe de Cheikh Bedrettin de Somana. Mais vous savez, en fait, il est assassiné dans une marche de Cérès après un tribunal sommaire. Il était un grand juriste tout d'abord. J'ai découvert au moins de son grand livre qui est une sorte de manuel de juridiction selon le Sharia renouvelé par lui. C'était un livre qui a été étudié même après son exécution officielle. C'était si important que ça. Mais il avait écrit un autre livre comme un manifeste communiste, Varidat. Là, il avait déclaré qu'il fallait abolir la propriété privée. On parle de début du XVe siècle, en fait, et juste après la guerre de Ankara, c'est-à-dire 1415. Là, il s'est mobilisé avec ses amis, bien sûr, Tolan Kemal, Bekluce Mustafa, dans la région de Aydın, Manisa, Dardanelles, Çanakkale et Edirne, Bursa. Voilà toute l'essence de l'Empire ottoman, le noyau. Il était partout en fait pendant sa jeunesse. Il a étudié à Caire, il a étudié à Bukhara, je crois. En fait, il a même connu Timur, grand roi des Mongols, turco-mongols, qui a fait la guerre avec l'Anatolie, en fait. Parce que les gens d'Anatolie, ils n'étaient pas contents des Ottomans. Et donc, voilà. Selon certaines légendes, ses ancêtres, Cheikh Bedrettin, venaient de Selçukide, de Keykubat, que j'aime bien. Régence Selçukide, c'était mieux qu'Ottoman. Les Ottomans, ils se faisaient la guerre entre eux, en fait. Et ils utilisaient les Byzantins les utilisaient. Et donc, bon, même la mère de, bien sûr, Cheikh Bedrettin, c'est une femme notable de Byzance.
est devenu musulman. C'était un chrétien, sa mère. Mais il a étudié beaucoup. En fait, il a connu le soufisme à Caire. Il a eu plusieurs maîtres au niveau de philosophie et juridique et sociale. C'est ça. Et il avait bien sûr une ontologie de panthéisme, l'être. C'était une unicité de l'être, c'était sa thèse principale. Il me semble que c'était une sorte de néoplatonisme. Et tout était manifestation de Dieu. Rien n'était déchu. Et pour lui, comme chacun de nous et chaque être de nature aussi, est une partie intrinsèque de Dieu, et il ne supportait pas que certains hommes soient déchus, soient au niveau de mendier, et il ne supportait pas la pauvreté. Et il révoltait pour ça. C'était la raison principale de son ontologie. Il révoltait. Alors, j'ai voulu visiter la tombe de Cheikh Bedrettin aujourd'hui. Je crois que ce mois-ci, j'étais occupé, je parle le jour exact de l'anniversaire de sa naissance, je crois, et parce qu'il y avait une invitation sur le tweet par Ihsan Eliachi, que je respecte énormément. J'ai reçu ses pensées, j'ai un dialogue aussi. Eh bien, parce que l'endroit même, je savais l'endroit, Mahmoud II, alors, il n'était pas assassiné dans les frontières de la Turquie actuelle. Donc, c'était resté en Grèce, c'est dépouille. Mais, quand il y a un échange de population entre la Grèce et la Turquie, donc ceux qui viennent d'origine musulmane de la Grèce vers Istanbul, alors ils ont amené avec eux les dépouilles de Cheikh Bedrettin. Au moins les Osmanes, n'est-ce pas? C'était l'année 1961, c'est ma date de naissance. Alors, ils ont trouvé un moyen, je ne sais pas s'ils ont eu une permission, mais c'est un fait, ils ont enterré les restes de grands cheikhs socialistes avant Thomas Müntzer et avant quoi que ce soit européen au sens socialiste, avant tout ce mouvement de luthérisme anabaptiste, mouvement anabaptiste en Allemagne, dans la ville de Münster. Alors, c'était Cheikh Bedrettin qui avait en liaison en Balkan avec les chrétiens. Et donc, il a dû influencer tout le Balkan et l'Anatolie, surtout les Bektashi et les Alevis, bien sûr. Et il a visité même, donc, à mon avis, Bukhara, donc le pays de turco-mongol. Là, la vie était beaucoup plus florissante en sciences, en philosophie, et ce que j'ai soutenu toujours en contraste avec la régression ottomane. Et mais Cheikh Bedrettin, s'il avait gagné, il y aurait une autre expérience de turc, disons, turco-chrétien, musulman en Anatolie. Ce serait une synthèse fantastique, et il nous reste seulement dépouilles. Alors, pourquoi je n'ai pas pu entrer dans cette dépouille, au moins, de Cheikh Bedrettin? Parce que depuis toujours, depuis que je connais ces endroits, donc depuis mon enfance presque, c'était investi cet endroit de tombe de Mahmoud II, novateur sultan, par une fondation qui s'appelle Türk Ocakları, foyer de Turcs. Donc il s'agit d'extrême droite turque, au moins ceux qui sont dans une époque
passé. C'était très dangereux, ils s'organisaient de manière paramilitaire. Dans ces jours-ci, je ne crois pas, mais j'ai vu à l'entrée de Grand Jardin, quand même, c'est pas un endroit fermé, et tout de suite, il y a des locaux, bien sûr, je suppose, à l'intérieur. Je ne suis jamais entré parce que c'était dans mon jeunesse, depuis mon jeunesse, c'était toujours un lieu de droite. C'est une sorte de citadelle de droite turque. Donc, je n'ai pas fréquenté. Plus loin, il y avait des endroits autres, plus libéraux, donc je fréquente. Maintenant, aujourd'hui, c'est en toute conscience, je voulais visiter une tombe et il y avait deux militaires, police, on ne fait pas la distinction, ils étaient surarmés devant la porte. Donc, je suis intimidé. C'est-à-dire que j'ai retardé mon entrée. Maintenant, je vais y passer, mais je crois qu'il est trop tard, ça devrait être fermé, ou peut-être que les polices sont partis. J'espère. Je bois un thé et discuter. Je ne peux pas, si ce n'est pas indiqué, est-ce que je peux trouver la tombe exacte, mais je vais prier pour tout le monde, sans faire rien, même dans la... Voilà que j'ai trouvé la tombe de Cheikh Bedrettin de Simaona. Alors, je l'ai trouvé comme j'avais mis avec même propre. J'ai deviné, en fait, j'ai demandé quand même aide de jeunes gens. Et il n'y avait plus de police comme je devinais. Je connais mon pays. Ils sont partis après 5 heures chez eux. Donc l'entrée était comme l'entrée à n'importe quelle université. Bon, je crois qu'on s'étudie ou il y a des conférences, tant mieux qu'ils parlent. Et j'ai fait mon petite prière pensée, et j'ai trouvé facilement parce que il y avait tant de familles de sultans enterrés ici avec les tombes shrines somptueuses, tant mieux pour eux, et les filles, les petites filles, les petits-fils, les connaissances et tout. Mais chez Bedrettin, ce tombe, il était tout simple, plus simple que mon père. C'est seule différence, il était grand quand même. Comme tous les tombes sont très longs en longueur, et lui aussi, pour être en équilibre avec eux, c'est un peu long, comme il faut. Grand juriste quand même, en fait. Oui, il est exécuté parce qu'il a, selon les lois de l'époque et d'aujourd'hui aussi, et quand il y a une insurrection, on exécutait. Et lui, on a fait une exception, on a fait un tribunal. Quelque chose un peu facultatif ou formalité, mais c'était passé en ordre son procès. J'ai lu hier soir longuement tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on lui a demandé. On lui a même demandé est-ce que le procès est en règle. Il a dit oui. Il était comme Socrate. Il est mort en justice aussi. Il y a plusieurs livres de Bedrettin qui est réimprimé en original en arabe et en traduction turque. Déjà en fait la langue turque, mais l'inscription était dans l'alphabet arabe. Et je crois que le livre qui s'intitule Isharet, alors c'est l'un des plus intéressants parce qu'il y a une classification intéressante des cas juridiques, même ontologiques. Il y a même un chapitre sur la double sexualité. C'est curieux. En fait, chaque cas est un sujet de la juridiction. C'est jurisprudence élargie. Il y avait une liberté. Il donnait une liberté, une sorte d'initiative au juge, c'est-à-dire au cas de... Donc, il se
était libre de penser sur le cas. Voilà ce qu'on cherche depuis toujours. Et, malheureusement, j'ai vu dans les grands ensembles de tombeaux autour de Mahmoud II, renovateur, mais il était très tard venu, en fait, et tout était déjà fichu. Et c'était, apparemment, je n'ai pas pu entrer comme c'était à l'intérieur de la tombe, parce qu'il y a un grand quand même mausolée. C'était de style empire, c'est-à-dire complètement française. Même la reine Elisabeth avait envoyé pour la tombe des grandes, disons, chandails, pendatifs. Napoléon aussi avait envoyé des trucs, donc c'était style empire napoléonien, c'est bien. Bon, et, en tout cas, il n'y avait pas de grande activité politique, il y avait un grand café, il y avait plein de gens. Je leur demandais s'il y a des salles de conférence, ils ont dit non, il y a seulement des cafés. Donc, j'ai tout de suite compris la raison de fréquentation des gens là-bas. Donc, ça va en fait, la droite aussi c'est fichu, c'est tant mieux. Il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite, mais les grandes maisons d'édition, bon, et, enfin, tout est fixé au passé. C'est bizarre, il y a quelque chose qui change. Moi aussi peut-être. J'espère que ce sera un changement réglé, en toute conscience, studieuse, laborieuse. Pourquoi pas? Voilà, j'ai fait un parloir dans cette grande tunnel avec les escaliers. Dans la journée, j'ai photographié les passants à travers ces trous de porte. Maintenant, je vais photographier. C'est bien éclairé la nuit aussi. Et je vais bientôt finir le film avec ce dernier photogramme à ouvrir. Alors, on a eu une petite conversation avec ce marchand de peinture de repeindre, comment on appelait ça en fait, vrai faux ou faux vrai. Et il s'agit des tableaux vrais du siècle dernier, des orientalistes, mais c'est repeint, donc repeinture, quelque chose comme ça. Il m'a dit qu'en fait, parce que j'avais ce que je préférais entre deux copies, c'était le premier que j'avais utilisé dans mon film. Et vraiment, je l'ai fait amener de sous-sol à son magasin à l'intérieur et j'ai voulu voir les deux ensemble. Mais comme dans sa présence, il n'a pas osé de photographier les deux côte à côte, les deux peintures. Et j'ai pas photographié, j'ai photographié les deux séparément et en secret. Je ne sais pas pourquoi, on pourrait facilement demander. Il pourrait être intéressant de le voir, mais en Photoshop on peut faire comme j'en ai deux. Et ce qui est important, enfin, ce que je peux faire comme interprétation de cette peinture orientaliste, c'est ce qui est fade. Les couleurs non pas, oui, c'est en esthétique les couleurs fades, mais aussi c'est vieilli parce qu'il a mis vraiment presque dans la rue, au pied du mur, au rang de pieds. Donc c'était piétiné un peu. Et il m'a dit, comme j'ai remarqué les trous, quelques petites blancheurs, un rail qui va de gauche vers la droite en bas. Alors, il a tout de suite compris que j'ai découvert la marchandise défectueuse. Il a dit, ah, je peux faire, dans 10 minutes, faire réparer. Alors, bon, j'ai dit, bon, pour la réparation, j'ai tout mon temps quand même, mais après coup, j'ai pensé maintenant, alors comment il va réparer cette peinture? Est-ce qu'il a des coordonnées du peintre faux, ou bien il va juste
appelé un réparateur en peinture qui répare toute la peinture. Voilà, c'est la question ontologique et onto-esthétique. Et je sais qu'en France, dans les musées aussi, c'est pas, bien sûr, ontologiquement c'est impossible, c'est pas le peintre, auteur qui répare ses peintures, mais toutes les assistants, tous les étudiants diplômés, ressortis des beaux-arts et tout, ils travaillent dans le sous-sol des musées lourds. Je sais bien, parce qu'ils ont la science, soi-disant, et ils réparent comme il faut. Ici aussi, je vois la restauration et la réparation. Aujourd'hui, j'ai vu dans la mosquée, c'était quoi, non pas à Tikali peut-être, mais oui, là où il y a des sous-sols, les toilettes et les escaliers et tout. À Sainte-Sophie, là, ils ont tout restauré, repeint le plafond, mais ils ont laissé quand même un écran, une petite rectangle de l'ancien état. C'est ça qu'il faut faire, au moins. Il ne faut pas tout restaurer, il faut sauvegarder d'abord les fondements, fondations. On peut laisser en l'état est protégé avec une autre fiberglace ou n'importe quelle technologie. C'est ça la postmodernité d'ailleurs. Mais il faut que ça reste au debout. Et on ne veut pas quelque chose de parfait et utilisable. Ici, en Turquie islamique, surtout les lieux sacrés et les lieux de soufisme, disons, sont renouvelés, c'est pas restauration, renouvelés pour ouvrir au service des usagers. Idem. Non. L'époque est changée, messieurs, dames. C'est pas possible. Il y a des endroits où vous pouvez faire vos prières. C'est agréable de garder des endroits historiques. Mais pas tout quand même. On veut justement une texture de l'historicité que j'ai eu peut-être la chance ou malheur de sentir en état délabré ces lieux. Idem, exactement, les mêmes lieux, les mêmes noms, les mêmes pierres, mais surface, c'est-à-dire ornementation, polissage. Il ne faut pas que ce soit moderne. Ça peut être postmoderne au sens technologique du terme. Ça, c'est inévitable, je ne suis pas un conservateur conservé, pas du tout. Il faut être intelligent au sens de l'histoire, non pas à l'histoire en tant que telle, mais sentiment historique. C'est frémissant et il faut faire frémir. Et il ne faut pas se conforter, il ne faut pas calmer les esprits. Il peut y avoir des régions comme ça, pourquoi pas. Oui, mais il ne faut pas que ce soit... D'ailleurs, ce n'est pas américanisé. Il y a un esprit quand même turc dans la restauration. C'est à discuter. Hein? C'est mieux qu'il y ait beaucoup de théories et divergences d'idées en ce qui concerne l'histoire. C'est pas américain, par exemple. C'est pas une Disneyland. Heureusement. Hein? Et quand j'avais entendu parler d'un projet de Disneyland à Bursa, j'avais révolté. Heureusement que dans mon visite, je n'ai pas vu. Tant que je n'ai pas vu, il n'y a pas de problème, ils peuvent faire n'importe où, là où je ne vois pas. C'est ça, ce qui est important. Ceux qui ont suivi mon filmographie, pas tout quand même, depuis 3 mois, ça fait comme 40 plus films.
je vais faire une petite note en bas de page à ma théorie pratique du cinéma. En vérité et aux vérités. Ce que je voulais dire en fait, je fais mes films en toute hâte et dans les conditions quand même climatiquement au moins difficiles. À mon âge aussi, c'est difficile de faire des trajets tous les jours. Mais j'ai un devoir quand même, je suis obligé, j'ai une obligation, ça vous auriez bien compris. Alors, en montage, principalement, pour l'instant, comme je n'ai pas de choix, et je suis le trajet naturel des choses, c'est-à-dire je photographie par ordre chronologique, selon l'apparition phénoménale devant mes yeux. Et mes souvenirs, donc les rétentions accumulées, me guident. Pour ne pas dire l'instinct. J'ai utilisé ce terme, mais métaphoriquement. Spontanéité, oui, et ça a l'air d'une spontanéité, mais c'est un vécu quand même, une sédimentation qui essaie de se dévoiler et ce qu'on interprète comme spontanéité, parce que ça fait très vite. Je parle vite, je marche vite, je parle vite, je filme vite, c'est vite fait montage et les sous-titres et envoyé, posté vite. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une urgence et de l'obligation. Je n'ai pas prononcé dans mes films ce mot, mais j'ai prononcé ce mot testament à une réponse d'un ami, et français d'ailleurs, il s'appelle Balanfa, et quand j'ai raconté toute cette histoire de film, il m'a demandé, mais pourquoi tu fais ça? C'est-à-dire pourquoi tu te déchiffres dans ces temps si périlleux? J'ai dit que j'ai fait mon testament. Voilà. Je n'ai pas utilisé ni en théorie ni en pratique ce mot. Je prononce le mot héritage, mais testament, c'est quand même, c'est pas héritage, c'est quelque chose personnel. Donc, attester. Oui, tout a commencé comme ça dans la théorie pratique du cinéma. Témoignage, indice, preuve, attester. Oui, témoigner. Le mot testament n'est pas peut-être prononcé, mais on a prononcé quand même témoignage, n'est-ce pas? Et même martyr. Alors, vous connaissez l'histoire de ma maladie et tout. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Une note en bas de page. Alors, soit, pour l'instant, par vitesse, obligé, en montage, je suis le cours naturel des rues de la ville, de la plan de vie et de plan mental, mais ce sont des films assez longs quand même, et j'abrège en théorie, c'est-à-dire en théorie pratique, je fais avec le même matériau assez rarement une deuxième film, une deuxième version, non pas deuxième d'une série, mais une deuxième version toute raccourcie, toute compacte et bien fait au sens de travail de montage. Voilà. Et ça fait une petite poème d'une longue digression. C'était ça, notre en bas de page, et qu'il faut prendre en considération plus tard en théorie. C'est pas obligé, hein? C'est le schéma frame de ce que j'ai fait. Il peut y avoir d'autres choses, mais c'est les circonstances qui m'obligent de m'économiser, de m'étendre
en 2 vitesses, c'est ça.